Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans la vidéo qui parle du protocole PPP, le Point-to-Point Protocol, on a dit qu'il y a des trames de contrôle de ce protocole qui s'appellent les trames LCP, Leak Control Protocol. Parmi les fonctions de ces trames, c'est qu'ils peuvent négocier une liaison multilink entre les deux routeurs. Donc, dans cette vidéo, on va parler du multilink, du PPP multilink. On va essayer de comprendre le besoin de faire du multilink et comment il fonctionne. Alors, pourquoi on a besoin du multilink? Et c'est quoi le multilink? Alors, je suppose qu'on a deux réseaux locaux interconnectés par une liaison spécialisée. La LS numéro 1213 qui a un débit de 1 mégabit par seconde. D'accord? Et puis on s'aperçoit qu'il y a une lenteur dans la communication entre les deux réseaux. Donc on fait nos analyses et on trouve que le débit WAN, le 1 mégabit par seconde, n'est pas suffisant. La bande passante WAN est saturée. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on contacte notre fournisseur de service et on demande une augmentation du débit. On va passer de 1 mégabit à 2 mégabits par seconde par exemple. D'accord? Donc votre fournisseur de service va juste configurer, reconfigurer les modems. On ne touche pas au routeur. D'accord? Le routeur n'a rien à voir avec le débit physique de la ligne. D'accord? Donc le débit est géré par les modems et pas par les routeurs. Et donc, on aura un débit de 2 mégabits par seconde. D'accord? Donc la connexion, la qualité de la connexion va s'améliorer. Et puis par exemple, après une année, avec l'augmentation du nombre des applications, on a toujours le même problème, une lenteur sur le réseau WAN. Et donc là, quand on va contacter notre fournisseur de service, il se peut qu'il va dire, je ne peux pas augmenter plus. Donc le 2 mégabits par seconde, ça c'est le maximum de débit que je peux offrir en utilisant la ligne spécialisée. D'accord? Donc c'est une limitation peut-être au niveau des modems ou bien au niveau du support physique. Dans ce cas, comment va-t-on augmenter le débit? Alors dans ce cas, on va ajouter une autre ligne spécialisée. Donc on aura besoin de nouveaux modems parce qu'on a vu que chaque ligne spécialisée possède ses propres modems et supports physiques bien sûr, et on va utiliser d'autres ports sur le routeur. D'accord? La première ligne spécialisée est connectée par exemple sur le port Serial 0. La deuxième ligne spécialisée sera connectée sur le port Serial 1. D'accord? Et donc on a notre nouvelle ligne spécialisée avec une nouvelle référence avec un débit de 2 mégabits par seconde. Ainsi donc on a besoin d'envoyer le trafic entre les deux réseaux sur les deux lignes spécialisées. Donc on va utiliser les deux lignes spécialisées en tant qu'une seule. Physiquement on a deux, mais le routeur va les considérer comme une seule liaison spécialisée logique qui a un débit de 4 mégabits par seconde. Donc on appelle cette opération d'agrégation de lignes spécialisées, on l'appelle multilink, PPP multilink. On a fait du PPP multilink. Donc c'est l'agrégation de deux ou bien de plusieurs lignes spécialisées et le routeur va les considérer en tant qu'une seule ligne spécialisée logique pour envoyer les données. Donc c'est comme si on avait un débit qui vaut la somme des différents débits des différentes lignes spécialisées. D'accord. Maintenant, du point de vue routage. Alors, je suppose que ici c'est le réseau point 1, le réseau point 2 de l'autre côté, et bien sûr le réseau WAN doit aussi avoir son propre adressage IP. Donc, on a le réseau point 0. Je suppose comme d'habitude, point 0, point 1 sur le routeur 1 et point 0, point 2 sur le routeur 2. Donc, je veux dire sur Serial 0.
On parle bien ici du réseau WAN. D'accord. Maintenant, du point de vue table de routage, ici, au niveau du routeur R1, on a le réseau 192.168.1.0 qui est sur l'interface Ethernet. D'accord. Le réseau 0.0.0 sur le réseau WAN, sur la serial 0. D'accord. Et on doit aussi ajouter la route statique, comme on l'a vu dans le cours du routage. Pour atteindre le réseau 2, on doit passer par le WAN distant qui est 0.0.2. D'accord. Donc ça, c'était l'état de la table de routage avant l'installation de la deuxième ligne spécialisée. Donc ça, c'est l'état de la table de routage du routeur R1, donc avant la formation du multilink, ayant une seule ligne spécialisée. Et comme ça, donc, on peut envoyer les paquets IP vers le réseau .2 en utilisant la route statique. Donc, on doit passer par 0.2 et le 0.2 est accessible à travers l'interface S0. Le problème maintenant, c'est que on veut partager le trafic sur les deux lignes en même temps. Donc, on veut utiliser les deux lignes en même temps. On veut pas, donc cette table de routage n'est pas bonne. On ne doit pas passer toujours par S0. On doit passer par une autre interface qui regroupe les deux lignes en même temps. Donc, comment on va faire ça? En fait, ce qu'on va faire sur le routeur, on va créer une interface logique. C'est pas une interface physique, c'est une interface logique qu'on va appeler multilink M1. D'accord? Et au niveau de cette interface logique, donc on va ajouter les interfaces physiques. D'accord? Donc, au niveau de la configuration du routeur, les deux interfaces physiques n'auront pas d'adresse AGP, mais c'est l'interface logique, l'interface multilink 1, qui aura l'adresse IP 192.168.0.1 sur le routeur R1 et 0.2 sur le routeur R2. Voyons un exemple de configuration. Donc, par exemple, sur le routeur R1, donc ça c'est la configuration classique de l'interface Ethernet, .1.254. Et puis, vous voyez bien ici qu'on crée une interface logique qui s'appelle interface multilink 1. C'est elle qui va posséder l'adresse IP 1.0.1. D'accord? Et on va former un groupe qu'on appelle le groupe 1, le multilink group 1, d'accord? Et dans ce groupe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'interface serial 0 et l'interface serial 1. D'accord? Donc, toutes les interfaces qui ont cette commande PPP multilink group 1, c'est-à-dire que cette interface appartient au groupe logique, à l'interface logique multilink 1. D'accord? Vous voyez bien ici qu'on n'a pas d'adresse IP au niveau des interfaces physiques. La route statique reste la même, elle ne change pas. IP route, pour atteindre le réseau LAN distant, on passe par le WAN distant. Maintenant, le WAN distant est sur l'interface multilink 1. D'accord? Bien. Maintenant, voyons comment le routeur envoie réellement les données vers le routeur distant. En fait, le routeur, il ne fait pas le partage de la charge. C'est-à-dire, il ne fait pas du load balancing. Il n'envoie pas une trame sur le premier lien, puis une deuxième trame sur le deuxième lien. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait du fragmentation et réassemblage. C'est-à-dire que supposons qu'on a deux routeurs avec 3 lignes spécialisées en multilink. Maintenant, ça c'est la trame PPP que le routeur devrait envoyer. Alors, on a 3 lignes spécialisées et une seule interface logique. Donc, on va diviser cette trame en 3 parties. D'accord? On suppose, puisque j'ai ici 3 lignes spécialisées en PPP, si j'avais 4, donc je vais la diviser en 4. Donc, vous voyez bien ici qu'on a l'entête du PPP qui contient l'entête IP, qui contient l'entête TCP. Ça, c'était la trame d'origine.
Donc la première partie s'est arrêtée ici, mais on peut aussi avoir un peu du data, des données. Et puis les deux autres parties, on n'aura que du data, des données, mais on doit quand même ajouter une en-tête PPP. D'accord, pour que le routeur R4 comprend qu'il s'agit des trames transportées par le PPP. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a divisé la trame sur 3, sur le nombre des lignes spécialisées qui forment le multilink, et on a distribué ces nouvelles trames sur les 3 lignes spécialisées. Donc ils vont partir en même temps vers le routeur R4, espérant qu'ils vont arriver en même temps, et donc puis le routeur va réassembler la trame, il va réassembler les 3 trames pour obtenir la trame d'origine. D'accord, on dit qu'on a fait de la fragmentation et du réassemblage. D'accord, on a fragmenté la trame au niveau R3 et on l'a ressemblé, on a fait le réassemblage au niveau du R4. Puis tout le reste sera classique, comme s'il s'agit d'une ligne spécialisée physique avec un débit qui vaut la somme des 3 débits. Donc après le routeur va enlever l'entête du PPP et il va lire l'adresse IP destination, ainsi de suite. Il va faire le routage classique. D'accord? Donc en fait le routeur il n'envoie pas une trame sur la première ligne et puis une deuxième trame sur la deuxième ligne et une troisième trame sur la troisième PPP, mais il fragmente la trame, d'accord, et il l'envoie sur le nombre de lignes spécialisées. D'accord. Pendant l'établissement de la connexion multilink, il y a une négociation de paramètres qui s'appelle le MRRU. Vous voyez bien qu'ici le routeur R4 il fait le réassemblage. Donc il se peut quand il va faire le réassemblage, la longueur de la trame sera très importante de telle façon qu'il dépasse la mémoire au niveau de R4. Donc les deux routeurs doivent négocier la taille max de la trame après reconstruction. C'est ce qu'on appelle la MRRU. C'est la taille max de la trame après reconstruction. Si les deux routeurs sont du même constructeur, généralement le paramètre est le même. Mais si jamais vous avez un routeur en face de vous qui n'est pas du même constructeur, donc il se peut que le paramètre MRRU ne soit pas le même. D'accord, donc il y aura une négociation de ce paramètre et même vous pouvez le configurer manuellement au niveau des interfaces WAN. D'accord, des interfaces série. Alors, quand les trois nouvelles trames sont arrivées au routeur R4, il se peut qu'il y a un peu de désordre dans la trame. Donc le routeur R4 ne peut pas savoir quelle est la trame numéro 1, quelle est la trame numéro 2, quelle est la trame numéro 3. Il se peut que la première est arrivée un peu après la deuxième, d'accord. Et il se peut aussi que le routeur R3 n'a pas envoyé le premier fragment sur la première ligne. Il se peut qu'il a envoyé le premier fragment sur la deuxième ligne, d'accord. Donc on a besoin ici au niveau de R4 de savoir le séquencement des trames pour pouvoir réassembler et reconstruire la trame d'origine. C'est pourquoi ici au niveau des entêtes PPP, le routeur R3, donc il va ajouter des données de séquencement. Donc il dit D comme début, ça c'est la trame numéro 1. Donc vous voyez bien début égale 1, c'est-à-dire ça c'est la première partie de la trame. Il va lui donner la séquence 15 et F comme fin égale 0. Ça c'est pas la dernière, c'est pas le dernier morceau, d'accord. Et puis le deuxième morceau ici dans l'entête PPP, donc c'est pas le début, c'est pas aussi la fin, mais c'est la séquence numéro 16, d'accord. Et pour la troisième partie, début, non, c'est pas le début d'une trame, mais c'est la fin
de la trame f égale 1 avec la séquence 17. Donc si jamais il y a perturbation sur les lignes et que le routeur et que les trames ne sont pas arrivés en même temps, par exemple, le routeur R4, en utilisant ces données qui sont dans l'entête PPP, il peut savoir comment ordonner les paquets de telle façon à ce qu'il reconstruit la trame d'origine. Notre besoin pour le multilink PPP, c'est pour la redondance. Ça veut dire quoi pour la redondance? C'est-à-dire, si on a une liaison WAN qui est critique, qui doit être toujours activée, donc on a peur de perdre la connexion WAN, donc on peut demander une autre connexion WAN par un autre chemin, d'accord? Donc vous voyez bien ici qu'on utilise d'autres centres de transmission. On peut passer carrément par d'autres technologies et par d'autres villes, par exemple. Donc le support physique n'est pas le même. On est sûr que le support physique n'est pas le même. De telle façon à ce que si jamais il y a un problème dans le premier centre de transmission ou bien dans le support physique, donc on a toujours une connexion de secours, d'accord? Si tout va bien, les deux vont fonctionner ensemble pour donner un débit max, mais si jamais on perd une ligne spécialisée, on a toujours un chemin assuré automatiquement, donc sans reconfiguration au niveau des routeurs. Les routeurs vont détecter que le premier lien a été perdu, mais l'interface logique, interface multilink 1, est toujours fonctionnelle avec la deuxième connexion PPP. D'accord? Donc voilà, on a besoin donc de multilink pour augmenter les débits. Pour le débit 1, donc on aura un débit qui vaut la somme des différents débits, et aussi pour des raisons de redondance, d'accord? Donc pour toujours avoir une connexion assurée, établie entre les deux sites. Voilà, maintenant j'espère que vous avez une idée plus claire sur le multilink. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.